nous les indigènes, et ça je l'ai toujours dit, faut pas nous parler de chômage. Nous, tu vas pas nous faire sortir sur, par exemple, il faut faire une manif pour le chômage. Pourtant, on le connaît. Alors qu'on est les plus au chômage en France. C'est nous qui sommes le plus, mais c'est pas là-dessus. On n'aura jamais sorti là-dessus. Ouais. On sort sur ce qui nous touche profondément. C'est-à-dire quand on touche à notre identité, à notre dignité. À l'islam, toucher à l'islam, c'est toucher à notre dignité. Tuer des gens, que la police, elle tue des gens de chez nous, ça touche notre dignité. Sur le fait de ne jamais rien céder à l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, la Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui. Enfin, bon, bref. Donc, ils sont dans un fantasme complet sur ce qu'est le pays. Et le concept de la Nouvelle-France, c'est tout simplement dire que c'est la France qui assume son peuple dans son entièreté. Et que le peuple, si on prend un point de départ, parce que Faut qu'ils veulent devenir des grands blancs. Tout le monde veut devenir blanc, mais qu'est-ce que ce serait de parler aux affects ? Un truc, par exemple, dire, comme l'a fait Mathilde Panot, faut arrêter avec le mythe que la France est un pays chrétien. Tu peux pas dire ça. Pourquoi ? C'est un pays chrétien. Il y a des églises dans tous les villages. Il y a une culture chrétienne. Ça ne veut pas dire que la France est naturellement chrétienne. Elle est historiquement chrétienne. Mais elle l'est depuis suffisamment longtemps pour que les gens, qu'ils soient athées, séculiers, aient une culture chrétienne. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu peux pas dire c'est un mythe. Faut arrêter avec les mythes. Non, c'est pas un mythe. Mais par exemple, la France est un pays chrétien. C'est quoi le problème ? C'est un pays chrétien. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. On est né de la loi de 2004. C'est de là qu'on est né. Oui, avant 2005, avant l'appel des indigènes, tous les premiers initiateurs, on était tous au collectif Une école pour tous et toutes contre la loi. Et ils n'étaient pas super nombreux, les musulmans, autour des mobilisations. Ouais. Ils étaient émus. Évidemment, l'opinion musulmane, elle était dégoûtée, tu vois. Mais dans la lutte concrète, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait une minorité de gauchistes et il y avait quelques organisations musulmanes, dont celles qui étaient autour de Tariq Ramadan. D'accord ? Mais il n'y avait pas grand monde. Eh ben, nous, on y était. On y était. On a perdu. Et immédiatement, on a créé l'appel des indigènes parce que là, il s'agissait de passer à une étape supérieure. Pourquoi ? Parce que définitivement, on était des héritiers de la marche de 83. On savait comment la gauche PS nous avait trahis. Et historiquement, comment le PC nous a trahis, on nous a utilisés. Comment ils n'ont jamais été de vrais anticolonialistes. Donc en 2005, c'est la rupture. Notre rupture avec la gauche blanche, elle se fait sur la loi de 2004. Oui. Ensuite, pendant... des gros débats. Et maintenant, je parle pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans ? On a lutté contre l'islamophobie. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle loi, burqa, burkini, loi séparatisme, on était là. Abaya, mais on a toujours été là. On a toujours été là. Hijabeuse et le foot. On a été là dans tous les sujets. Chaque fois qu'il y avait une polémique. On était là. On était là. On était là. On n'a jamais déserté le terrain et on a toujours demandé l'abrogation de toutes les lois, dont celle de 2004. Bon, la vraie question, ce n'est donc pas de savoir si Mélenchon a repris nos mots. Mélenchon fait plus que reprendre nos mots. Il endosse une ligne. Dans un pays structuré par le racisme. En fait, il accepte de se ranger du côté des musulmans qui subissent le racisme structurel. Ouais. Il accepte de se positionner sur les violences policières, alors qu'on a un État policier fort, non seulement fort, mais surtout de plus en plus raciste et de plus en plus violent, à qui, dans l'avenir, on va donner un rôle très important pour mater les populations, notamment les indigènes, mais pas que, la gauche, les réfractaires, les révoltés, etc. Donc, il se positionne contre cette police-là, concrètement, il en paye le prix, et il se positionne également sur la Palestine. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple quand Mélenchon dit « je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice », c'est aussi notre œuvre à nous. Évidemment. C'est ça. Quand on dit « nous », oui, parce que ça, attention, quand on dit ça nous, rend fou. Je dis pas que c'est que le pire. Nous, on n'a jamais dit nous, c'est le pire. Oui, on le dit clairement. Le pire, c'est l'antiracisme politique. Dans l'antiracisme politique, il y avait le CCIF, il y avait le FUIQP, il y avait l'UJFP, il y avait la BAN, il y avait la Voix des Roms, il y avait tous ceux, enfin, je veux dire, les familles contre les violences policières, Amel Bentounsi, Yassab El Kodja, etc. En fait, tout ça, ça faisait partie de l'antiracisme politique. Mais parce qu'il y a des gens, en fait, c'est tout ça l'antiracisme politique. C'est ça aussi qui me rend fou, c'est qu'il y a des gens qui disent... La loi de 2004. Nous, on a
mis en évidence l'existence du champ politique blanc et on a dit notre premier devoir, c'est de casser la gauche. C'est de la briser. La loi de 2004. Ouais. Et c'est la seule manière d'espérer une recomposition de la gauche. Mais il fallait d'abord casser cette espèce de mur du champ politique blanc qui fait que de l'extrême gauche jusqu'à la gauche SOSDEM, il y avait une espèce de solidarité entre eux qui était. Et ils s'entendaient là-dessus. Nous, on est venus et on a divisé la gauche. Ça, c'était notre objectif politique. Diviser la gauche pour mieux la reconquérir, pour la transformer. Et ensuite, au bout du processus, quand elle est devant nous et qu'elle émerge, cette gauche, on va pleurer Non, bah non. On va pas pleurer. On va pas pleurer. Et je dis butin de guerre. Donc, la fin du processus, butin de guerre. Alors, de 20 ans, hein, les gens. Voilà, on parle d'un processus de 20 ans. À la fin, on dit butin de guerre. Ouais. Ah oui. Et moi, je me paye pas de mots quand je dis ça. Ouais. Et j'ajoute que quand je dis, parce qu'il y a une petite histoire à butin de guerre qu'il faut peut-être expliquer, c'est qu'en fait, si nous, on a beaucoup avancé sur le rapport de force, il n'en reste pas moins que tous les gens qui sont sur le chat ici, je suis sûr qu'ils connaissent tous des gens qui sont tous encore des traumatisés des années 80 qui croient en rien et qui pensent que de toute façon, on va se faire avoir par la gauche. Ça sert à rien de voter, ça sert à rien. Par conséquent, et en fait, qu'ils ne voient pas justement les transformations profondes qui ont été apportées par nos luttes. Pas que par nous, mais qui ont été apportées par nos luttes. Donc, je me devais d'expliquer à une fille qui disait « Jamais je voterai Mélenchon », jamais, je lui disais « Tu ne peux pas ne pas voter pour lui, parce que c'est un butin de guerre. C'est nous, à l'intérieur, c'est nos luttes. Et c'est pas que 20 ans de lutte, c'est 30 ans, c'est 40 ans, c'est plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est nous qui participons de l'écriture de l'histoire de ce pays en transformant cette gauche. Donc, si tu n'accompagnes pas ce mouvement, si tu fais que rester à l'extérieur, en fait, d'une certaine manière, tu te nies toi-même. C'est toi que tu nies. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, là, c'était 2022, et on ne s'attendait pas à ce que l'AFI confirme aussi certaines positions, notamment sur la Palestine ou sur les violences policières. C'était avant ça. Bien sûr. On disait, là, c'est quand même et on a eu la confirmation que c'était quand même le produit de ces luttes-là. Avant les municipales, un usage contre-révolutionnaire de l'autonomie. On a dit ça. À ce moment-là, l'autonomie, à la veille des élections municipales, n'a aucun sens en soi. C'est-à-dire qu'en fait, si, à la veille des élections, tu prônes l'autonomie, alors qu'en fait, il faut récupérer des mairies et de manière urgente, récupérer des mairies qui nous soient plus favorables, eh bien, on n'a pas le temps, à ce moment-là, de s'occuper de l'autonomie. L'autonomie, faut la penser dans une perspective politique, il faut la penser dans une stratégie. À la veille des municipales, on n'a pas l'intérêt de parler d'autonomie. Bien sûr. Tu vois pas l'intérêt. Donc en fait, il faut prendre tout ce qu'on a dit, il faut pas mettre de côté des arguments qui étaient dans ce communiqué. Alors, est-ce qu'on appelle fermement à voter FI? Bah oui. Mais ça voudrait dire quoi? Non fermement. Ton vote, c'est oui, c'est eux ou quelqu'un d'autre. Je veux dire. Donc la position, elle est ferme. Mais surtout qu'elle est ferme, tout en ayant des critiques, mais en disant, faut quand même voter pour eux. Mais c'est le vrai anti-racisme, c'est ta position sur l'abrogation de la loi de 2004. Et je pense que ça vient pareil. C'est le truc de la radicalité et de ne pas comprendre la séquence et de dire, là, Houria Boutedja a trahi parce qu'elle a abandonné l'abrogation de la loi de 2004. Elle a abandonné l'autonomie, elle s'est vendue à la France Insoumise et elle décide de baisser la tête devant la France Insoumise en refusant d'abroger la loi de 2004. D'abord, il y a plusieurs typologies de gens qui réagissent. Disons quelque chose, même pas le temps de réfléchir ou de lire vraiment sérieusement, tu vois, pour ensuite émettre une critique qui aurait du sens. Donc, les semards, moi je les calcule. Ça m'intéresse pas. Moi, je parle à ceux qui sont déçus, honnêtement, tu vois, qui ont envie de comprendre, parce que moi, je pense que par rapport à tous ceux qui utilisent les mots de traître, etc., moi, je leur dis à ces gens-là, ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas parce que l'appel des indigènes, le regroupement autour de ceux qui ont fait l'appel des indigènes, puis le Parti des indigènes, qui ont largement contribué à l'émergence de l'antiracisme politique, et qui sont aujourd'hui tout le temps des militants, qui n'ont pas déserté le terrain, qui n'ont rien renié de leurs idées, qui disent toujours racisme structurel, qui se disent toujours antisionistes, qui n'ont pas accepté un sou de l'État, qui n'ont pas fait des concessions de fonds. On reviendra sur la notion de concession. Des concessions de fonds sur la ligne et sur nos objectifs. Ceux-là, ils oublient qu'on est né. On est né de la loi de 2004. C'est de là qu'on est né. Avant 2005, avant l'appel des indigènes, tous, les premiers initiateurs, on était tous au collectif Une école pour tous et toutes contre la loi. Et ils n'étaient pas super nombreux, les musulmans, autour des mobilisations. Ils étaient émus, évidemment. L'opinion musulmane, elle était dégoûtée, tu vois. Mais
dans la lutte concrète, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait une minorité de gauchistes et il y avait quelques organisations musulmanes, dont celles qui étaient autour de Tariq Ramadan. D'accord? Mais il n'y avait pas grand monde. Eh ben, nous, on y était. On y était. On a perdu. On a perdu. Et immédiatement, on a créé l'appel des indigènes parce que là, il s'agissait de passer à une étape supérieure. Pourquoi? Parce que définitivement, on était des héritiers de la marche de 83. On savait comment la gauche PS nous avait trahis et historiquement comment le PC nous a trahis, on nous a utilisés. Comment ils n'ont jamais été de vrais anticolonialistes. Donc en 2005, c'est la rupture. Notre rupture avec la gauche blanche, elle se fait sur la loi de 2004. Oui. Ensuite, pendant... Des gros débats. Et maintenant, je parle pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans? On a lutté contre l'islamophobie. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle loi, burqa, burkini, loi séparatisme, on était là. Abaya, mais on a toujours été là. On a toujours été là. Les hijabeuses et le foot. On a été là dans tous les sujets. Chaque fois qu'il y avait une polémique. On était là. Nous, on était là. On était là. On n'a jamais déserté le terrain et on a toujours demandé l'abrogation de toutes les lois, dont celle de 2004. Bon, ça, moi, j'écris, j'ai l'habitude. D'écrire. J'ai l'habitude d'anticiper ce qu'on va me reprocher. J'ai l'habitude et je sais. Je l'ai écrit en fonction de tous ceux qui vont venir faire genre ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Il se trouve que je dis, noir sur blanc, dans ce texte-là, il faut abroger cette loi. Il dit, c'est écrit que tu es... pour préserver la FI, on ne parle pas de 2004. Alors que... Oui. Alors, c'est une folie. Je dis que faut reprendre d'abord un texte théorique, enfin stratégique comme celui-ci. Il ne peut pas se comprendre sans tout le background que j'ai déjà exposé tout à l'heure. Il faut comprendre. Mais c'est pour ça qu'on a refait ce truc. Il faut comprendre toute l'histoire de la Auf et Bung, c'est-à-dire notre capital de l'antiracisme politique à l'intérieur de l'AFI. C'est-à-dire que ne pas vouloir le préserver, c'est en fait renier, c'est faire disparaître ce capital. C'est en fait c'est le détruire. Nous, on veut pas détruire ce capital. Ce capital, il doit persévérer, il doit se développer. Il se trouve que on n'a pas l'autonomie à l'extérieur. On n'a pas l'autonomie à l'extérieur. On n'a pas l'autonomie à l'extérieur pour renforcer ses positions à l'intérieur de la. On n'a rien en fait. On est assez démunis. On est assez démunis. C'est ça. On est assez démunis. Donc précisément, prenant en compte le rapport de force, le vrai rapport de force, celui-ci. Eh bien, ça c'est un. 2, moi je réfléchis à partir d'un objectif. Qu'est-ce qu'on veut? Pour les élections? Qu'est-ce qu'on veut? Là, pour l'instant, on a besoin de sécuriser une victoire qui, déjà, la proposition, le projet, c'est la rupture du consensus racial, la rupture du consensus racial islamophobe, la rupture du consensus policier, la rupture du consensus impérialiste, plus la rupture du consensus libéral. Si avec ce projet, qui n'est que le début de la rupture du consensus, la FI n'a pas rompu. Elle est dans ça c'est l'héritage. Il n'y a pas d'élu sur ce qu'est la France insoumise, encore une fois. Vaincre en 2007 sur la base 2027 sur la base de ce projet, c'est inédit. C'est inédit. C'est ça qu'on veut. Si c'est ça qu'on veut, bah il faut tout faire pour arriver là. Oui. Donc, le mois de bâton dans les roues pour arriver là. Dans la séquence qui arrive. On ne peut pas faire abstraction que dans 9 mois. Dans la séquence qui arrive. C'est-à-dire, en fait, arriver là, c'est-à-dire être plus fort pour ensuite que les conditions de possibilité de la lutte, elles reviennent. Parce que ce qui nous pend au nez, nous, les indigènes, dans une période de fascisation, c'est que même les conditions de la lutte disparaissent. Ouais. Tu comprends? Donc, il faut aller vers ce moment pour ensuite regagner la possibilité de lutter, pour ensuite repartir dans une lutte qui demande l'abrogation de la loi. Et j'ajoute une dernière chose et je finis là-dessus. Il n'y a aucune lutte, qui se fait genre de manière linéaire, toute droite. Ça n'existe pas. L'Algérie, c'est pas parce qu'il y a des Algériens, ils ont dit on veut l'indépendance. Comme aujourd'hui, on dirait on veut la fin de la loi. Et on l'a. Il suffit de la demander. C'est pas comme ça que ça se passe. La lutte, c'est une organisation et parfois, on fait des concessions. Parfois, on fait des pas de côté. Parfois, on est obligé de reculer parce qu'on sait que le moment exige que tu recules, mais avec l'espoir de sauter demain. Enfin, je veux dire, c'est ça la lutte. Mais, on milite pas dans du coton. Mais oui, mais... On milite dans des contradictions. Mais en plus, en fait, moi déjà, il y a ceux qui sont là en mode il faut imposer un rapport de force à la France insoumise pour la loi de 2004. Ce que ça implique, c'est de dire concrètement que le vote de la France insoumise sera conditionné à l'abrogation de la loi de 2004. C'est que nous, là, à 9 mois des élections, on va dire la France insoumise, si vous mettez pas la loi de 2004, bon déjà, imagine le QG des colonels PDH qui dit ça, elle dirait oui, bon, dégagez, tu vois. Mais ça voudrait dire ça, c'est
conditionner le vote à la France insoumise à l'abrogation de la loi de 2004 dans le programme. Ouais. Tu vois, c'est ça, poser un rapport de force. Oui. Bonne chance. Allez-y. Moi, je veux qu'ils me montrent qu'on a tort. Ouais. Montrez-moi qu'on a tort. Migrationniste, non, on est des citoyens comme les autres, etc., etc. Donc, il a bien fallu les convaincre. Ouais. Même pour la loi de 2004, il va falloir les convaincre. Non, mais c'est pas acquis. Non, mais il y a plein de dingues. Les gens, il y a juste à voir toutes les dingueries islamophobes qui s'est passé ces dernières années et qu'il n'y a pas eu de grand rassemblement contre ça. Il y a l'argument du. Alors, le sujet, c'est pas de voter pour les filles, c'est de l'abandon de nos luttes. En fait, nous ne sommes pas la France insoumise. Okay, il y a le QG décolonial et Parole d'honneur et la France insoumise. Et nous, notre position, c'est qu'on va pas demander à la France insoumise, on va pas faire pression à 9 mois des élections. Voilà, on va pas faire de pression pour que la France insoumise inscrive ça dans son programme. Ouais. Ça n'égale pas. On veut plus l'abrogation de la loi. Nous disons que nous voulons l'abrogation de la loi. Et moi, j'assiste et je persiste. Ouais. Le meilleur moyen d'avoir l'abrogation de la loi de 2004, c'est de ne pas demander à l'AIFI de le mettre dans le programme. Parce que je pense que c'est l'un des trucs qui peut provoquer des débats et des tensions et des polémiques qui sont pour moi inutiles. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je suis partie de l'affaire Barbara Butch. Parce que c'est précisément les polémiques, les polémiques folles. Ah, c'est une folie. Ben Mehdi, je ne calcule plus les gens. C'est bon. C'est des. Vous avez fait un article pour dire abandonner cette revendication. C'est bon, ça marche. Ok, ça marche. Ok, très bien. Nous, les indigènes, et ça, je l'ai toujours dit, faut pas nous parler de chômage. Nous, tu vas pas nous faire sortir sur, par exemple, il faut faire une manif pour le chômage. Pourtant, on le connaît. Alors qu'on est les plus au chômage en France. C'est nous qui sommes le plus. Mais c'est pas là-dessus. On n'aura jamais sorti là-dessus. Ouais. On sort sur ce qui nous touche profondément. C'est-à-dire quand on touche à notre identité, à notre dignité. Toucher à l'islam, c'est toucher à notre dignité. Tuer des gens, que la police, elle tue des gens de chez nous, ça touche notre dignité. Le CRIF est où tous les ministres défilent, ils sont aux ordres. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, ça ne me paraît pas un peu discutable. Pour moi, c'est la caste, c'est-à-dire les tout-puissants financiers et leurs marionnettes médiatiques, politiques. Je n'accepte pas non plus qu'il y ait des citoyens qui auraient des droits supérieurs à moi. Nous ne croyons pas au peuple supérieur aux autres. Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive qui d'ailleurs protège, je crois, ses caractéristiques et son identité et sa pureté. On change rien à la tradition, on bouge pas à la créalisation, mon Dieu, quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds et bleus. C'est au-delà de mes forces. Donc quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous, parce qu'on avait idéalisé la France. Et on a découvert à un coin perdu de la Normandie, le pays de Caux, où les gens n'avaient jamais vu personne, où hélas pour eux, les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable. Moi de ma vie, je n'avais vu quelqu'un ivre dans la rue, imagine. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds et bleus. C'est au-delà de mes forces. Donc, tu comprends ? La Palestine, ça touche à nos dignités. Il y a plein de choses à faire. Moi, je pense que les 5000 franco-israéliens, leur place, c'est pas entre nous. Leur place, c'est la prison. On va tout faire. L'Afrique au sens large, pour les populations subsahariennes, le continent africain, ça touche à sa dignité. La question noire, tu vois, c'est ça qui, c'est les questions de mémoire, les questions d'histoire, tu vois ce que je veux dire, les questions de culture, les questions de langue, ça touche à notre dignité. Il n'y a pas quelque chose. Alors, en ce qui nous concerne, nous, ils ont fait un effort. Je rappelle tout le temps, Mohamed est un beau prénom, c'est très bien, tu vois, c'est très important. Il n'y a pas l'équivalent chez les Blancs du point de vue des affects. Ouais. C'est génial. Il a su parler aux affects indigènes. Il a dit des choses de fou qui fait que les indigènes sont allés vers lui. C'est pas le truc genre Mohamed est un beau prénom. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, moi, qui m'a touchée. Et il a dit un tas de choses de ce type-là qui fait que les indigènes n'ont pas besoin d'aller lire le programme de Mélenchon pour aller se prononcer pour lui. Il a dit Mohamed est un beau prénom, il a parlé à notre dignité. Il a su capter nos affects. Et donc, on a su qu'il fallait voter pour lui. On n'a pas besoin de connaître. Qui veulent devenir des grands blancs. Tout le monde veut devenir blanc, mais qu'est-ce que ce serait de parler aux affects ? Un truc, par exemple, dire, comme l'a fait Mathilde Panot, faut arrêter avec le mythe que la France est un pays chrétien. Sur le fait de ne jamais rien céder à l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, la Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui. Enfin bon. Pourquoi ? C'est un pays chrétien.
Il y a des églises dans tous les villages. Il y a une culture chrétienne. Ça ne veut pas dire que la France est naturellement chrétienne. Elle est historiquement chrétienne. Mais elle est depuis suffisamment longtemps pour que les gens, qu'ils soient athées, séculiers, etc., aient une culture chrétienne. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas dire c'est un mythe. Faut arrêter avec les mythes. Non, c'est pas un mythe. Mais par exemple, la France est un pays chrétien. C'est quoi le problème? C'est un pays chrétien. Ma réflexion est la suivante. Je trouve que la FI a beaucoup progressé sur la question des non-blancs, des quartiers, etc., etc. Je pense qu'elle va dans la bonne direction. Elle a compris l'importance de rompre le pacte racial. En revanche, mon inquiétude, c'est qu'elle n'en fasse pas assez auprès des classes populaires blanches. Je pense que là, il y a une lacune. Je pense que miser sur les classes moyennes blanches, sur, disons, les citadins, la gauche déjà existante, le peuple de gauche qui est déjà existant, ça me semble non seulement problématique pour créer une hégémonie, mais ça me semble injuste. Je trouve que la pire des choses serait d'avoir du mépris vis-à-vis des laissés pour compte, qu'ils soient blancs ou pas, mais là, en l'occurrence, je parle des blancs, et à qui on offre, justement, à qui on a toujours offert, justement, le pacte racial. Il me semble, je disais tout à l'heure que je trouvais pas normal de faire peser sur les petits blancs, entre guillemets, mais quand je dis petits blancs, il n'y a pas de mépris, comme je dis barbare, etc. Ce sont des mots qui sont un peu provocateurs, mais je ne suis pas dans le mépris, je suis simplement dans la description d'un fait social qui est qu'il y a les grands blancs qui sont les bourgeois et ceux qui sont en dessous, c'est les petits blancs. Sinon, voilà. Je trouve que c'est pas normal de faire peser sur les petits blancs la charge totale du racisme. Ça, c'est ça. Cela étant dit, il est évident que les petits blancs ayant été accouchés par l'État racial, évidemment colonial, etc., il est évident qu'ils sont tous traversés par des sentiments de type raciste. C'est une évidence. C'est la production. Il n'y a qu'une seule façon de s'affranchir de ces chaînes, élire celles et ceux qui nous ressemblent et qui parlent à vos cœurs plutôt qu'à vos peurs. Nous avons compris qu'il n'y a rien à attendre des figures tutélaires qui prétendent parler en notre nom, mais qui s'approprient en réalité nos voix. Et nous avons compris que nous n'avons plus le temps de leur faire comprendre l'urgence du changement et que nous devons le faire advenir par nous-mêmes. Et nous avons compris que notre citoyenneté ne se résume pas à une carte d'identité plastifiée, mais qu'elle nous donne des droits politiques que nous comptons bien exercer. On est prêt à gouverner le pays. Je dis que la Nouvelle-France n'est pas un roman national en miroir de la France éternelle. Cette dernière est une fable, pas un passé. Elle est le récit d'une communauté imaginaire définie par le sang qui n'a jamais existé, tandis que la Nouvelle-France part des réalités concrètes actuelles. Plus encore, la France éternelle est projection dans un passé fantasmé, la Nouvelle-France est projection dans un avenir possible. Et moi, je suis convaincu que la lutte contre le racisme passe par une prise du pouvoir. Et ces gens-là, tu vas les contraindre à accepter d'avoir telle ou telle personne en face de toi. On va les obliger à fréquenter les mêmes lieux que nous. Tu changes de logiciel en prenant le pouvoir. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Les gens de gauche, très souvent, si on leur met pas, entre guillemets, le couteau sous la gorge, ils ne te prennent pas. Parce que tu as un grand risque. Tu es le plus grand risque qui existe pour eux. Tu es un rebeu, tu es un renois. L'anomalie, c'est le fait de ne pas y être. C'est le fait qu'on ne soit pas assez. C'est le fait d'être le seul natif de la Seine-Saint-Denis qui est député de la Seine-Saint-Denis. Elle est là, l'anomalie. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, vous avez un certain nombre de maires qui ont un accent du Sud. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Qu'est-ce qui légitime cela ? Pourquoi on a des maires, tu disais tout à l'heure ton maire, qui a un accent du Sud ? Pour quelle raison ? Comment c'est possible ? À un moment donné, il y a un truc qui ne va pas. Nous avons bien sûr contrarié tous les normes du pouvoir. Les normes du pouvoir, les blanches.
elle est issue des formations politiques qui sont majoritairement blanches. Et quand on voit dans l'offre politique les gens parfois qui n'ont rien en commun avec nous, mais qui arrivent à des responsabilités, on se dit bon, on ne va pas juste se contenter d'être administré par des gens qui en réalité n'ont pas d'attache avec nous. C'est la première fois que je reviens à la fête de l'UMA depuis que c'est ici, dans le 91. Et moi, quand j'ai commencé à militer, c'était pas trop ma culture en fait. Moi, je suis arrivée du bled à 10 ans. En fait, je suis née au Gabon, donc c'était pas l'écosystème de la gauche traditionnelle blanche, c'est pas trop mon truc. Et en fait, aujourd'hui, en fait, un des problèmes de la fête de l'UMA, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait. Et que des blancs, quoi. Et en fait, mais ça me fait honte. Je parle de la fête de l'UMA, mais j'aurais pu parler des amphis, de la France Insoumise. Et où ça me fait honte, en fait. Ça me fait honte que, du coup, parce que ce qu'on renvoie de la gauche, c'est ça. Et c'est ça que voient des millions de gens. Le message, c'est de dire que ce qui se fait pour vous doit se faire avec vous. Le temps où les quartiers populaires étaient méprisés, le temps où les enfants d'émigrés étaient mis au banc de la société est révolu. Nous sommes près d'un tiers de la population à avoir un grand-parent étranger. Nous n'accepterons pas cette citoyenneté de façade qu'on nous sert comme on distribue l'aumône. Nous ne demanderons pas la permission d'appartenir à un pays qui est déjà le nôtre et nous ne vous permettrons certainement pas de nous dicter ce que nous devons dire et ce que nous pouvons faire. Et si cela vous déplaît, mesdames et messieurs, eh bien vous allez devoir vous en accommoder parce que nous n'avons pas vocation à nous effacer. Ce pays est le nôtre. J'ai besoin, et je le dis de manière assez claire, oui, d'un président demain de gauche de rupture. Mais je souhaite aussi que ce gouvernement soit capable de nous ressembler. Et donc, la question de la représentation, la question de celles et ceux qui vont incarner cette dynamique-là, elle est extrêmement importante. Rima Hassan disait très justement encore dimanche, quand on s'est arrêté au niveau du marché de l'Abreuvoir à Bobigny et de la place des Nations Unies, qu'il fallait mettre fin au porte-parole. Il nous appartient à tous, ici et puis au-delà, de prendre conscience de ce que cela veut dire que de remporter une élection dans un tel contexte et de prendre les mesures de l'urgence qui va être la nôtre, à savoir celle de contribuer de manière décisive à la chute de la citadelle occidentale, de l'intérieur. C'est notre tâche. C'est la tâche d'un éventuel pouvoir insoumis. C'est cela le sens de notre combat, il me semble. Cesser d'être les complices d'un monde à l'agonie pour en devenir les fossoyeurs les plus déterminés. Désoccidentaliser la France, donc. Voilà notre priorité politique. À un moment donné, je pense que le fait qu'il y ait plus de musulmans, faut juste être... c'est juste des mathématiques, en fait. Je suis déjà député. On a déjà mis un pied à l'intérieur. Ici, ce que nos parents ont enduré, il ne faut pas le laisser comme ça, table rase. On va pas laisser, moi je ne vais pas laisser ces racistes faire leur petite vie avec leurs milliardaires et insulter les gens à la télé. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on avait plus de gosses qu'eux, bah, tant pis pour eux. Si vous devez faire des gosses, bah, ils ont qu'à s'aimer et faire l'amour et faire des enfants. S'ils n'arrivent pas à en faire, tant pis pour eux. En tout cas, nous, on a réussi à le faire. Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes. La première fois que je me suis présenté, je te promets, hein, on m'a dit deux choses. Un, mets un blanc dans ton équipe. Si tu veux faire un score. C'est ce que j'ai fait, j'ai mis que des Français. Quand je dis Français, j'ai mis Mebrouka Hadjadj, algérienne, Adja Marekar, indo-pakistanais, Amina Abal, comorienne, et moi-même, d'origine gambienne. Voilà ce que j'ai fait. J'ai dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est fini ça. Je préfère perdre 5 points, 10 points, mais rester sur la conviction. On décide de se mettre ensemble pour porter des combats ensemble. Toutes ces personnes-là, c'est ça mon sujet. Moi, mon sujet, c'est celui-là. Je m'éparpille pas. Je suis en mission et c'est ça mon sujet. Le reste, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais j'en ai rien à faire. C'est pas mon sujet. On peut pas être sur tous les combats. Mais celui-là, c'est pour moi le plus important. Donc, qui m'insulte de communautaire, tout ce que... J'en ai rien à faire. Mon objectif, c'est que les gens de chez nous s'emparent du pouvoir. Pour les plus habiles, la Nouvelle-France serait un concept identitaire et essentialisant. Ils oublient
qu'en décrétant que la Nouvelle-France était un déni de la France, ils définissent du même geste la France comme une identité transhistorique, une culture immuable. En somme, ils l'essentialisent. Pour les plus grossiers, la Nouvelle-France sonne comme le glas de la France, ou plus précisément de leur France, celle dont ils jouissent exclusivement, qui est leur seul titre de gloire, et où les droits se mesurent à la profondeur des racines familiales dans le sol hexagonal. Ceux-là ont raison d'avoir peur et on leur reconnaît une certaine lucidité et clairvoyance. Leurs cris sont les soupirs de ceux qui voient leur hégémonie flétrir. Nous devons faire voler en éclats l'illusion de la fatalité et dévoiler la conflictualité de la société par l'instauration d'un clivage horizontal entre eux et nous. Il y a eu des ouvrages là-dessus, sur le statistique par rapport au racisme. C'est un territoire où les gens n'ont pas de diplôme. Là où tu as une pauvreté intellectuelle, dans les territoires, dans la France, etc., bah, des racistes sont en avant. À l'échelle de la nation, en France, il s'agit de joindre le geste égalitaire à la parole, en réhabilitant pleinement les héritiers de l'esclavage et de la colonisation. Oui, l'islam est une facette à part entière de l'identité française en 2026. C'est une manière en fait de dire vous allez faire allégeance que vous vouliez pas quoi. La vérité, tu dois la dire même si cela te doit t'emmener à qu'on te coupe la tête. Ils savent très clairement, si on vote, tout change. Les habitants des quartiers populaires, s'ils se lèvent un jour et décident d'aller voter massivement, ce pays sera un autre pays. L'année prochaine, nous prenons l'Elysée. Merci à toutes et tous. Je le dis, si demain les travailleurs sans papier arrêtaient de travailler, eh bien probablement que ce studio ne serait pas nettoyé, que nos ordures ne seraient pas ramassées, que votre commande sur Deliveroo ou autre ne serait pas commandée. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Vous savez, même vos alliés régularisent. Il y a un principe de réalité. Maintenant, si l'on veut éviter les drames qui se déroulent, si l'on veut... Pour moi, il n'y a que la vérité qui compte. En politique, je ne peux pas me résoudre à mentir ou à me contenter de faux semblants. Moi, je crois effectivement que nous devenons antisémites. Tendanciellement, hein. Bien sûr. Pour moi, on ne peut pas ne pas devenir antisémite dans un état racial intégral. Moi je dirais même, le monde est en train de devenir antisémite en allumant son téléphone tous les matins et en regardant ce qui se passe. Nous devenons antisémites comme nous devenons négrophobes, comme nous sommes par ailleurs homophobes, sexistes, etc. Parce que tout ça est le produit des structures du nationalisme et du racisme. Donc, première chose, il faut reconnaître les faits. Il faut reconnaître les faits. Mais il y a une spécificité des indigènes postcoloniaux qui sont effectivement qui sont empêchés d'être antisionistes, qui parce qu'ils sont empêchés d'être antisionistes, ils peuvent être tentés de penser que ce serait à cause d'un pouvoir juif. Et donc ça crée de l'antisémitisme. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est là que je remonte au décret Crémieux. Le décret Crémieux est un décret français de l'époque coloniale qui, pour diviser pour mieux régner, a octroyé la nationalité française aux Juifs d'Algérie qui étaient des autochtones. En 1870, je crois. 1870-71. Ce décret Crémieux, il donne la nationalité donc à des autochtones, des Arabes ou des Berbères, parce que ces Juifs étaient soit Berbères, soit Arabes. Pourquoi eux? Parce que c'était une minorité dans la société colonisée. Donc, on sépare les musulmans des Juifs, et donc, on en fait des Français. Mais qui dit faire des Juifs des Français dit qu'on leur donne des privilèges de la citoyenneté française. Ils vont à l'école, ils sont éduqués, et en fait, tout simplement, ils vivent une espèce d'ascension sociale qui fait qu'arrivés à la veille de la guerre d'Algérie, pour beaucoup, ils font le choix de l'Algérie française, puisque c'est la France qui leur a donné un certain nombre d'avantages. Donc ça, s'il y a division entre les Juifs et les musulmans de cette époque-là,
C'est parce que la France, elle a divisé le peuple qui était là entre les musulmans et les juifs, donnant des privilèges à l'un et des désavantages aux autres, donc le code de l'indigénat, parce qu'en fait, c'était aussi des indigènes comme les autres à la base. Donc, première raison première raison qui explique ce premier moment de la naissance de l'hostilité des musulmans vis-à-vis des juifs. Il faut quand même le dire. Ensuite, c'est du lourd. C'est du lourd. Si on veut comprendre Enrico Macias, pour le dire très clairement, il faut remonter au décret Crémieux. Ni plus ni moins. Enrico Macias a pris fait et cause pour l'Algérie française. Point, c'est tout. Donc ensuite, il y a, deuxième chose, il y a la création de l'État d'Israël qui n'allait pas arranger les choses. Et enfin, il y a une troisième raison qui explique les nouvelles formes de judéophobie. Eh bien, c'est ce que moi j'appelle le philosémitisme d'État. Ça aussi, ça crée un sentiment anti-juif. Donc, tout ça pour dire quoi? Quand on a compris le décret Crémieux, quand on a compris les effets de la création de l'État d'Israël, quand on a compris comment l'État qui refuse d'abolir la race, et donc de continuer d'être un État racial intégral, et de jouer de jouer les communautés les unes contre les autres, eh bien tout ça, bien sûr, ça crée de la judéophobie. On est tout à fait d'accord. Ça, c'est le résultat. Donc, tu vois bien que là, dans ce que je viens de décrire, je ne fuis pas la question. Non. Je vais chercher les causes profondes et je mets ça devant la France. Ça, c'est la colonisation. Tout ça, c'est le fait de la colonisation et de l'État racial intégral. Non. Systématique. Bien sûr. Il y a quand même un truc qui me fascine moi, dans le moment, c'est l'histoire des canons français. C'est-à-dire que les canons français, alors ils sont tous avec des bérets moitié avinés quand même. Enfin, ils ont l'air moitié bourrés là-dedans. Bon. Et surtout, quand ils mangent du porc en appelant le porc, etc. Et en fait, ça, c'est pas considéré comme antisémite. C'est bizarre en fait. C'est bizarre en réalité. C'est-à-dire que c'est considéré comme islamophobe, mais c'est OK, en fait, d'une certaine manière. Mais par contre, c'est pas considéré comme antisémite. Et en fait, vraiment, ça me sidère. C'est-à-dire qu'on a complètement gommé l'antisémitisme de l'extrême droite, qui est quand même un antisémitisme politique, historique, structurel, systémique. Je veux dire, ils viennent de là, les racines viennent de là, quoi. Les Occidentaux, ça n'a pas de réalité. Personnellement, je ne souhaite pas être un occidental. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi ça m'interdit. Je ne veux pas être un blanc catholique, je ne veux pas être avec Sarkozy. Donc je préfère être un noir athée. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. À Saint-Denis, la Nouvelle-France est affirmée, et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas rien que ça soit à Saint-Denis. Vous avez vu les histoires que je me suis fait avec les réacs en leur disant « Ah bah oui, mais Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous n'aviez pas demandé aux musulmans comment on fait. » Ils sont tous mis à hurler. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bah, pas de bol. Ils ont le front de me dire que non, pas du tout. C'est les Goths qui ont inventé les arcs brisés. Mais ça va pas, les Goths, ils étaient juste capables de briser les arcs. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais c'est tout. Et non, le reste, la science, elle est venue. Mais pourquoi, a priori, ça serait nul? Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes, à l'autre bout du continent africain, pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors, donc... Les Occidentaux, ça n'a pas de réalité. Personnellement, je ne souhaite pas être un occidental. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi ça m'interdit. Je ne veux pas être un blanc catholique, je ne veux pas être avec Sarkozy. Donc je préfère être un noir athée. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Few moments later. Ô guide suprême, permets-moi de te présenter le jeune Karim. Oui, Kevin. Salut le démi, toi t'es un bon soumis. Quand tu as fait ton discours, j'avais comme 10 picotements, 10 plaisirs sous mes roubignoles. Wallah Sivri. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, petite racaille? Ne me touche pas, petit maghrébin. Je t'emmerde, toi et ton Allah. Je suis un butin. Que puis-je faire pour votre service, ô maître vénéré? Tout sera réalisé selon vos ordres. Voulez-vous une petite danse de bienvenue dans notre belle famille soumise? Très volontiers, cher poutin de guerre, fais-moi arriver. Je suis un butin, je suis un butin, je suis un butin. Je suis un butin, je suis
non, parce qu'on est dans cette gauche, mais à l'extrême gauche. En l'occurrence, là, à l'extrême gauche, je veux bien la gauche, mais l'extrême gauche, stop, quoi. Arrêtez de voter pour des gens. Regardez, en plus, Jean-Luc Mélenchon, il vous dit vous faites les malins, tout blanc, tout moche. Vous, les blancs, vous êtes moches. En gros, et ce sont ces gens-là qui viennent dire à Datia, vous n'avez pas d'argument. Et vos arguments, écoutons-le. Avec les réacs, Donc là, ce soir, il y avait... À Saint-Denis, la Nouvelle-France est affirmée, et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas rien que ça soit à Saint-Denis. Vous avez vu les histoires que je me suis fait avec les réacs en leur disant « Ah bah oui, mais Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous n'aviez pas demandé aux musulmans comment on fait. Ils sont tous mis à hurler. » Oh là 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 là, mais quelle médiocrité. Bah ouais, dis plutôt que tu mais fais quelle médiocrité. En plus, personne ne l'écoute. Même, vous vous rappelez de la Barba Papa, là, dont on a parlé, la Salafi, qui nous explique que l'islam est plus féministe que l'idéologie féministe. Elle a une vidéo, elle-même, elle critique Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, bah ça... Même elle veut pas de toi, Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, là, c'est un éternel perdant de la présidentielle, donc là, il a pété une durite. Je suis un butin de guerre, je suis un butin de guerre, je suis un butin de guerre. Voilà, je crois que c'est ça qui se dit dans sa tête. Non, mais la Ouria et tout, elle a aucune honte à dire ça en plus. En fait, Jean-Luc Mélenchon, lors de ses discours, il dit un discours dans sa tête et un discours de sa bouche qu'il n'entend pas. Parce que ça ne le représente pas du tout. Il se dit, je suis un butin de guerre, je suis un butin de guerre dans sa tête. Ça, c'est... Attends. Ils ont le front de me dire que non, pas du tout. C'est les Goths qui ont inventé les arcs brisés. Mais ça va pas, les Goths, ils étaient juste capables de briser les arcs. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Mais c'est tout. Et non, le reste, la science, elle est venue, mais pourquoi a priori? Non, la science, elle n'est pas venue de l'islam, monsieur. Même quand tu lis dans des articles qui n'ont rien à voir. Mais il n'y a personne en face qui lui répond. Non, mais si la science est venue de l'islam... Si la science... Parce qu'en arabe, voilà, tu peux lui faire réfléchir. C'est l'équivalent quand c'est LFI, c'est pourri. Voilà, quand c'est pourri, c'est LFI. Je suis un butin, je suis un butin, je suis un butin. Je suis un butin, je suis un butin, je suis... Ah, je suis énervé contre moi-même, je suis obligé de refaire une vidéo que je pensais avoir faite et même que je pensais avoir retrouvée. Et j'ai compris en fait, c'est vrai que quand j'ai acheté la virgule bleue de JC Drazang, ça m'a permis de mettre des vidéos de 20, 30, 40 minutes sur JC Drazang. Et donc j'ai mis des milliers de vidéos sur ce compte, et j'en ai mis que quelques-unes, de manière d'ailleurs assez aléatoire, même si je me rassurais, je me mentais à moi-même en me disant que je les choisissais, que je sélectionnais de façon très réfléchie lesquelles je mettais sur YouTube. En fait, j'ai complètement oublié mes critères de choix. Et donc cette vidéo sur l'escroquerie, la falsification linguistique de la gauche doit se trouver sur JC Drazang, mais pas sur YouTube. Et celle que j'ai retrouvée, c'est une horreur absolue. Alors elle est très claire, ça, au moins c'est le prix à payer pour être une horreur absolue. Elle est soporifique, j'ai cru que j'allais m'endormir 4 fois en la réécoutant. Et en plus, je me suis dit, bon, je dois en parler à un moment ou à un autre. Et non, je n'en ai pas parlé, c'était dans une autre vidéo. Donc là, je vais bâcler cette vidéo, ça va aller vite. Donc je rappelle ce qu'a fait la gauche. Mais alors d'une manière, je renvoie justement à celle que j'ai déjà postée. Oh putain, que c'est chiant. Ouais, bon, en même temps, je vais rien en faire, c'est des archives. Hein. Puis à la fin, voilà, je fabrique toutes ces archives pour que soit elles servent jamais à rien, elles se contentent d'exister, soit si elles servent à quelque chose, c'est une intelligence artificielle qui permettra de replonger dans mes 50 comptes, parce que j'en ai aux alentours de 50, dont plusieurs ont sauté, et c'est jamais moi, enfin j'ai l'espoir que ce soit jamais moi qui ferai la corvée des tourtriers, mais peu importe. La gauche a donc décidé d'affronter, donc je renvoie à tout ce que j'ai déjà dit, hein, je vais faire vite. A décidé de réaliser son combat défini par la lutte des classes en laissant rien au hasard et entre autres en faisant un hold-up sur le langage. Donc souffrance et malheur sont devenus des injustices qui sont elles-mêmes devenues des inégalités. J'ai expliqué dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, que ça permet d'imposer, d'exclure par principe des solutions en formulant le problème d'une manière trafiquée, parce que si vous dites que le problème
si vous mettez dès le départ, dans l'énoncé, dans la description du problème, que vous êtes confronté à une inégalité, vous excluez d'office toute solution qui pourrait être proposée, qui consisterait à soulager les souffrances concernées, mais décrites comme des inégalités, hein, par un système inégalitaire, mais génial, qui serait inégalitaire, mais qui rendrait tout le monde heureux. Voilà. Donc, c'est normal, hein, c'est le combat gauche-droite. Nous imposons d'office que toute théorie candidate, enfin toute solution candidate doit être égalitariste. Voilà. Et pour ça, quand quelqu'un souffre, on va vous dire qu'il est victime d'une inégalité. Si on vous dit qu'il est victime d'une souffrance, vous laissez la porte ouverte à la résolution de son problème par une solution qui serait inégalitaire. Ça ne conviendrait pas au paradigme gauchiste. Bon, après, je vais passer sur pourquoi la politique, le combat démocratique est malhonnête. Je passe là-dessus. Mais en tout cas, la gauche a décidé ça. Et donc, elle a décidé de refaire le vocabulaire. Et donc, dans la vidéo précédente, j'avais commenté l'une de ces escroqueries célèbres. Et je sais pas comment les historiens ils vont en parler, mais c'est des barres de rire, hein, quand même. Parce qu'en plus de ça, quand un militant de gauche lambda monte dans un réseau social ou fait une vidéo sur YouTube, il mouille, enfin en plus il mouille, et il a raison de les mouiller, parce qu'ils se sont mouillés tout seuls, les instituts de sociologie, qui se retrouvent ridiculisés en disant « Ah ouais, non, c'est pas moi qui le dis, il y a des grands articles sérieux et publiés dans des revues à comité de lecture de sociologie disant que le racisme anti-blanc n'existe pas. » C'est-à-dire qu'en gros, bon après ils s'en foutent parce qu'ils sont dans le combat militant, les sociologues désignés, mais quand on est dans le combat militant, ça peut durer un temps, puis vous arrivez à 60-70 ans, et puis vous vous dites, putain, quand j'avais 45 ans, j'ai dit ça. J'étais directeur de recherche au CNRS en sociologie, c'est-à-dire que j'étais un charlatan payé, hein. En gros, en résumé, mais oh, c'est de bonne guerre, ça a fait partie des programmes des années 70 pour rémunérer les intellectuels qui servaient à rien, et on a continué, c'est du chômage, enfin c'est de l'indemnisation, bref, passons. Mais le mec à 70 ans quand même dit putain à 45 ans j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de racisme anti-blanc par définition, parce que j'ai changé la définition, je vous dis pas comment le mec il va mal dormir quoi. Parce que quand on a 70 ans, on est plus sensible au fait d'avoir été malhonnête, et surtout dans son boulot, hein. Dans son boulot, le mec, s'il était sociologue au CNRS toute sa vie et qu'il a alimenté les conneries pareilles toute sa vie, vous imaginez ce qu'il va penser de lui-même. Enfin bref, tant pis pour eux, ils ont qu'à assumer. Donc j'ai rappelé, sur cet exemple, j'ai rappelé une instance, un exemple de cette escroquerie très voyant, parce que là pour le coup c'est voyant, et j'ai rappelé les erreurs scientifiques commises, hein, enfin c'est pas des erreurs, c'est des erreurs volontaires, c'est pas des ignorants, c'est de la tricherie. Quand tu triches, tu sais que tu triches, c'est pas involontaire. La définition d'un mot ne peut pas être une fonction, voilà. Il y a des fonctions qui ne sont pas des fonctions constantes, et si vous utilisez le type d'une fonction constante en lui donnant une définition d'une fonction qui n'est pas constante, il va y avoir un problème. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des maths qui ne concernent pas les réseaux sociaux. Donc vous ne pouvez pas définir le mot raciste à partir d'autre chose, puisqu'il est censé désigner un crime, hein, ou un délit, ou une action, enfin, en tout cas il est censé qualifier une action, il doit qualifier cette action. Il ne peut pas qualifier une fonction qui associe au contexte de cette action une valeur différente selon le contexte. Donc, voilà, on ne peut pas être... c'est le film, vous qualifiez le film de l'action, et donc vous devez pouvoir avoir un logiciel, un algorithme qui en regardant l'action, vous dit si c'est une action raciste ou non. Et ça ne doit pas dépendre de la couleur de peau, je veux dire pas... Le mot couleur de peau a le droit d'exister dans la définition, mais pas quelle couleur. Voilà. Parce que, si, à la rigueur, vous pourriez, mais ça, alors là, ça se verrait encore plus. Là, comme ça, ce soir, est-ce que je pourrais donner un exemple qui me vient à l'esprit c'est pareil que la question, quelle est la différence entre un pigeon, hein. Quelle est la blague de Coluche? Quelle est la différence? Je sais pas si c'est Coluche, je crois, mais quelle est la différence entre un pigeon? Vous voyez bien qu'il manque quelque chose pour répondre à la question. C'est donc pas une bonne question. Eh bien, dire attention, pour répondre à la question est-ce une action raciste, il faut regarder de quelle couleur est la victime, parce que si la victime est blanche, c'est pas une action raciste. Voilà, c'est quand même. Soit vous le faites, vous le mettez dans la définition et la définition est correcte, mais ça a un air totalement arbitraire,
Soit vous dites une agression elle est raciste si le motif de l'agression est la couleur de peau de la victime. Voilà. Mais vous ne pouvez pas dire, sans parler de la couleur de peau, enfin sans exclure des couleurs, mais en analysant le compte en banque de la victime passée, je pourrais dire si l'action est raciste ou non. Et si elle est riche, c'est pas raciste. Parce qu'appartenir à un groupe dominant, être riche, vous voyez, c'est... Bref, passons, de toute façon, j'ai la flemme et ça m'énerve de refaire cette vidéo. La gauche fait ça. Bon, entre autres, donc je vous invite aussi à googler l'affaire Sokal, S-O-K-A-L, c'est avec un K. Hein. Vous demandez à Grok, vous demandez à n'importe quelle intelligence artificielle ce qu'a été l'affaire Sokal en 1996. Il y a eu un livre qui s'est appelé Imposture intellectuelle. Bref, c'est une blague qu'un physicien a fait au monde de la sociologie et pour les ridiculiser, ça a bien marché, c'était imparable. On pourrait d'ailleurs le refaire tous les jours. On va pas tirer sur l'ambulance. Voilà, quand un truc n'est pas une science, c'est pas une science et puis c'est tout. Là, je voudrais revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple, qui ne nécessite pas de connaissances, n'importe qui peut le constater. La gauche, avec sa ruse de faire un hold-up sur la langue, donc de renommer malheur par injustice, injustice par inégalité, elle n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, et en passant au XXe siècle et en créant l'Alliance islamo-gauchiste, elle a fini par nommer malheur victime de crime. Voilà. Quelqu'un ne peut, aujourd'hui, dans le paradigme gauchiste, vous ne pouvez être malheureux que si vous êtes victime d'un crime commis par un criminel, on cherche le criminel, ok? Vous voyez, c'est pas... vous attrapez un cancer, il y a quelqu'un qui vous a fait une piqûre en douce. Vous êtes pauvre, il y a quelqu'un qui vous a volé, etc., etc. Donc c'est plus seulement des inégalités dues au capitalisme, au libéralisme. Elle a franchi un cap parce qu'elle a abandonné le prolétariat pour s'allier avec les moudjahidines, hein, qui sont plus efficaces, et ça faut bien le reconnaître, qu'ils sont un peu moins mous et un peu plus virils que les prolétaires, en vue de renverser, d'avoir une meilleure probabilité de renverser le capitalisme. Et ça donne LFI, ça donne l'islamo-marxiste mondial. Mais du coup, on ne va plus parler de compte en banque et d'économie. Ok ? Eh ben, ils ont franchi l'étape. On n'a plus des gens qui sont victimes d'inégalité sociale ou d'inégalité. On a des gens qui sont victimes de racisme maintenant dans le paradigme de gauche. On ne veut pas vous embaucher, vous êtes victime de racisme. On ne veut pas coucher avec vous, vous êtes victime de racisme, etc. Vous êtes pauvre, c'est que forcément il y a un complot mondial qui fait la guerre aux pauvres, et d'ailleurs Mélenchon l'a utilisé explicitement dans un de ses discours. Voilà. Alors, ça a une deuxième utilité, cette arnaque, mais elle est dangereuse, hein, la gauche, en tuant l'ennemi de cette manière, enfin en lui coupant toute possibilité et tout droit de se défendre parce qu'il est un criminel, donc il n'a pas le droit de l'ouvrir, le bourgeois, le dominant. En même temps, elle se noie toute seule, la gauche. Donc bon, bien sûr, en apparence, c'est un avantage langagier, mais en même temps, elle est obligée de se bunkeriser. Parce que elle gagne un deuxième truc, mais elle s'éloigne encore un peu plus du réalisme, je dirais scientifique. Enfin, elle n'a jamais été très scientifique, mais elle s'éloigne encore un peu plus. Elle était déjà loin, mais elle s'en éloigne encore un peu plus. Pourquoi ? Parce que donc les lois de la physique, elles sont symétriques par rapport au temps. Donc si vous passez une réalité, si vous filmez une réalité avec un film parfait, idéal, et que vous passez le film à l'envers, ça respecte toutes les lois de la physique, hein, y compris au niveau des atomes, etc. Donc prenez maintenant, vous allez aux toilettes, vous filmez tout, et vous passez le film à l'envers. Vous direz, oh là là, c'est quand même pas un truc courant, ça, qu'on voit tous les jours. Bon, on a résolu le problème en disant qu'il y a une loi asymétrique en physique, qui n'est pas une vraie loi de la physique fondamentale, qui est le deuxième principe de la thermodynamique, qui s'appelle l'entropie. Je passe, ça vous dit que l'entropie augmente tout le temps. Donc si vous passez le film à l'envers, elle baisse, l'entropie. Et l'entropie, c'est une sorte de mesure du désordre pour aller vite, et une crotte, c'est plus désordonné que la salade de tomates mozzarella que vous avez mangée. Et donc quand vous allez aux toilettes, le film passé à l'endroit, il vous donne quelque chose d'ordonné, donc à basse entropie, qui est votre salade de tomates mozzarella, et il ressort, le temps passe, et il ressort une crotte toute désordonnée, tout mélangée. Pareil, vous pouvez imaginer une tour détruite par un missile.
en quelques secondes, il n'y a plus de tour. Si vous passez le film à l'envers, il n'y a pas de tour, et puis vous voyez une tour se construire et un missile sortir de la tour. Ça respecte toutes les lois de la physique, donc théoriquement c'est une scène qui est tout à fait, voilà, il n'y a rien de faux là-dedans. Mais ça n'arrive pas, bon, pour des raisons d'entropie, tout pareil. Par contre, les gens, donc du coup, vu que ça respecte les lois de la physique, hein, et nous, on a reçu au CNRS des tas de mouvements perpétuels dits de deuxième espèce, qu'on regarde, parce que ceux de première espèce, on les regarde moins souvent, c'est des jeunes qui ont inventé des machines qui n'ont pas besoin de réservoir ou d'énergie, un apport extérieur d'énergie, pour fonctionner. Et à chaque fois, il y a un petit défaut, faut qu'on trouve, enfin d'ailleurs, on ne le cherche pas souvent, on reçoit, on met de côté, enfin bref. Ça faisait rêver les physiciens au XVIIIe siècle de faire avancer les bateaux sans avoir besoin de moteur ou de voile, juste en prenant la chaleur de l'eau, récupérer l'énergie qu'il y a dans cette eau, laisser des traînées de glace derrière eux, et ils avançaient comme ça, voilà. Donc ça marche pas à cause de l'entropie, passons. La gauche, et pas seulement la gauche, mais toute la sphère complotiste, au sens abstrait du terme, au sens cognitif du terme, voit un énorme confort dans l'invention d'un coupable. Et ce confort, c'est pas seulement de faire taire un ennemi politique, c'est aussi d'inventer une solution apparente, qui c'est, vous voulez une solution contre la faim dans le monde, vous voulez une solution contre la pauvreté, vous voulez une solution pour tel problème, vous n'avez qu'un missile à envoyer sur un ennemi. C'est-à-dire que le manque, la pauvreté, le manque, enfin un malheur quelconque ou un manque à combler, devient solutionnable, non pas en construisant ce qui manque, mais en détruisant, en lui envoyant un missile sur la gueule, le coupable supposé qui vous a confisqué ce qui manque. Vous voyez ? Je suis pauvre parce que un complot mondial m'empêche d'être riche, m'a volé. Ou je suis victime de racisme. Mais dans tous les cas, vous avez un criminel qui est désigné et donc une dispense de construire. On peut vous envoyer à la guerre. Ce n'est pas le chantier qui vous attend pour construire la tour, c'est la guerre, vous allez voyager, trouver l'ennemi, l'abattre. Et c'est plus fun, vous voyez. Et tout est magique. Vous devenez... voilà, vous allez résoudre la faim dans le monde avec la guerre, vous allez résoudre le problème de la laideur avec la guerre, le problème économique, vous chauffez, tout ça. Il y a quelqu'un à abattre et subitement vous allez vous retrouver avec des radiateurs. Voilà, alors évidemment, ça marche pas, hein. Mais c'est comme ça qu'a évolué la gauche, et donc elle est obligée de se bunkériser, elle ne peut pas discuter avec les gens, parce que bon, évidemment, à un moment donné, on discute, et on finit par s'apercevoir que c'est un peu trop beau pour être vrai, hein, voilà. Donc Mélenchon est obligé de détourner l'attention en créant des crises permanentes pour éviter de... Oui, non mais attends mec, tu es en train de nous dire que tous les problèmes viennent d'un ennemi. À chaque problème, il y a un ennemi qui est coupable de l'existence de ce problème. Voilà. C'est pour ça que vous avez assisté dans le marxisme, on était un peu modéré en quelque sorte. Et il y a eu une évolution immédiate du marxisme vers le nazisme en remplaçant bourgeois par juif, et ça a donné Hitler. Et il est allé tellement vite que ça a été une pathologie, on a vu ce que ça a donné. Mais plus lentement, on a le même phénomène aujourd'hui avec l'islamo-gauchisme qui désigne, qui veut tout régler en désignant un ennemi. Alors l'ennemi, hein, c'est pas... Il y a une sphère antisémite, bien sûr, le juif est toujours évidemment désigné comme un ennemi, mais dans le cas islamo-marxiste, l'ennemi c'est le facho. Voilà, c'est le facho qui vous empêche d'être riche, heureux, etc. Il n'est plus un bourgeois, il est devenu un facho. Et donc il n'y a plus besoin de faire des discussions économiques pour expliquer que la suppression de la propriété privée des moyens de production est un bon début de solution. Non, on s'en fout de tout ça maintenant. On n'a plus affaire à des bourgeois. C'est plus le bourgeois l'ennemi. Enfin, c'est toujours les mêmes gens, mais ils sont plus désignés comme des bourgeois. Ils sont désignés comme des fachos. Et donc on va pouvoir aller les égorger, vous comprenez? C'est beaucoup plus fun. Et puis c'est encore moins compliqué que de défendre une théorie communiste avec des équations communistes bidons
d'économie solidaire et blablabla et blablabla et blablabla. Voilà, bon, désolé, hein, c'est bâclé, mais j'ai déjà fait cette deuxième vidéo, elle est quelque part sur JC Drapang, elle n'est pas sur YouTube, donc voilà, j'en ai refait une. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leur ventre. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Moi, je pense pas que Allah est patriarcal et misogyne. Vous avez sans doute dû voir ces dernières heures sur la toile une fake news qui a été propagée par les journaux d'extrême droite. Ils affirment que j'aurais dit dans une manifestation contre les VSS que les viols perpétrés par les personnes étrangères sont anecdotiques. Et quand le collectif Némésis donc dit que la faute est aux étrangers, que ce sont les étrangers qui violent les femmes, etc., bah en fait, c'est de l'ordre vraiment de l'anecdotique en réalité. Et c'est faux, c'est un mensonge, je n'ai jamais dit ça. S'acharner sur Venezuela et sur les socialistes, ça, sur le Venezuela parce que c'est mon pays. C'est pas votre pays. Son pays. Si c'était votre pays. Le peuple vénézuélien, tous les Vénézuéliens sont aux prises avec la faim et la pénurie. Je me demande en quoi les pauvres Vénézuéliens sont en danger. La terre entière se met contre Venezuela et différentes personnes bien intentionnées et bien payées vont d'un plateau à l'autre pour expliquer que le Venezuela c'est l'enfer. Ça fait 50 ans que ça dure, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu périmé cette idéologie ? Est-ce que vous pensez en France que Pourquoi le président depuis 50 ans, le comportement des États-Unis d'Amérique a changé? Je vous ai laissé parler. Vous pourriez me laisser parler? On n'est pas au Venezuela ici. Ah bah justement. L'opposition a le droit de parler. Allez-y, Laurent Debré. Deuxième interpellation. Justement, vous imaginez en France que les opposants au gouvernement, c'est-à-dire vous, par exemple, la France Insoumise, les députés, se rendent à l'Assemblée nationale et se fassent tabasser, y compris les femmes? Ce n'est pas vrai. S'acharner sur Venezuela et sur les socialistes, ça oui, parce que c'est mon pays. C'est pas votre pays. Son pays. Si c'était votre pays, non madame. J'y ai toute ma famille. Et alors, c'est pas une d'ailleurs, raison. on m'interdit d'y vous aller. Êtes une opposante, vous avez le droit. Mais essayez pas de vous mettre mais les pourquoi habits. Le dialogue est pas possible avec vous? Oui, non madame, on peut pas parce que je suis d'essence dictatoriale, c'est bien connu, comme mon ami Hugo Chavez et ainsi de suite. Vous le prouvez? Madame, oui, je le prouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec votre attaque. Continuez à lire les papiers que vous avez reçus parce que comme ça, vous pensez que vous pensez sérieusement que je suis incapable de vous expliquer ce qui se passe dans le pays? Je pense que vous êtes capable de répéter des éléments de langage qui sont organisés par l'opposition. C'est son pays, Monsieur Mélenchon. Non. Qu'est-ce que vous me cherchez des coups dans la tête? Je défends un pays qui a essayé de faire une politique pour les pauvres, qui est agressé par la première puissance du monde, qui envoie du monde et qui déstabilise son économie. Voilà, madame. Donc vous défendez toujours le président. Je viens dans une émission nationale. Je vais avoir peu de temps ici.
Et ça sera pour répondre à vos sottises et à vos argumentaires préfabriqués. Pardon, quand Emmanuel Macron dit le gouvernement de Maduro est une dictature, vous ne cautionnez pas. Il a tort. Non, ce n'est pas une dictature. Il y a des élections. On peut tout critiquer. Très bien. Donc vous n'entendez pas ces arguments. Non, absolument pas. Alors, et je désapprouve que l'on perde son temps à discuter du Venezuela dans une grande émission nationale avec quelqu'un dont c'est sans doute l'heure de gloire que d'être venu réciter ici les éléments de langage de l'opposition. C'est méprisant. J'en ai par-dessus. Oui, c'est méprisant. C'est méprisant à l'égard de leur Oui, madame, j'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Il y en a ras-le-bol. C'est une émission, on n'est pas censé applaudir, mais bon, vous êtes non, applaudi. Voilà. Vive les États-Unis, abat Venezuela, le chavisme. Non, mais vive les riches, abat les pauvres. Les Américains n'ont rien au Venezuela. Les vôtres. Un mot de conclusion. Non, un mot de conclusion. Vous lui tournez le dos, là? Non, je range mes papiers. Voilà, bien sûr. Je précise que tout le public, quasiment 80% du public, est acquis à votre cause, sont des insoumis. Laurence Debré. L'écologie est profondément, naturellement, par son ADN subversive. Et on a renoncé à cette subversion pour aller dans une écologie qui ne dérange pas. Et en fait, pour moi, séduire, ça n'est pas ne pas déranger. Et c'est ça, je pense, le sujet et la différence que j'ai avec Marine Tondelier, c'est que elle est dans une écologie de la séduction. Peut-être que d'ailleurs c'est ça, une espèce d'écologie de la séduction, alors que pour moi, on est dans un moment d'affrontement et que ça n'est pas une stratégie de séduction qui peut nous amener au pouvoir et qui peut nous permettre de gagner. Tu restes dans une écologie, je dirais, gadget. Et je pense qu'on est un peu là-dedans, en fait. Certes. On fait un autre truc, qui est une espèce d'écologie, je veux pas être péjorative, mais une écologie gadget, une écologie... Là, tu parles de l'écologie qui est incarnée par Marine Tondelier. Oui, c'est une espèce d'écologie qui ne se confronte pas, en tous les cas, à la question de la croissance, des rapports de domination, du capitalisme, des rapports sociaux. En fait, c'est ça que j'appelle en fait, je sais pas comment le dire parce que là le terme me vient pas, mais parce que gadget c'est très péjoratif, mais une écologie. Comment je peux dire ça, d'accompagnement. Non, même pas. C'est une écologie. On met en place un truc comme ça, un peu. En tâche de léopard, quoi, peut-être, je sais pas, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce qu'elle attend, Sandrine Rousseau, pour soutenir Jean-Luc Mélenchon à la candidature de l'élection présidentielle? Moi, j'entends à l'intérieur de mon parti qu'on veut sauver le parti, mais je suis désolée, moi, le parti, ça n'est pas important par rapport à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, on s'en fout, en fait. Même, je vais le dire de manière très forte, c'est-à-dire que si pour sauver un parti, on fait arriver l'extrême droite, mais moi, j'aurais la honte de ma vie. L'extrême droite, c'est des vies qui vont être en danger. On ne va pas sacrifier l'avenir de la gauche, on ne va pas sacrifier la possibilité de contrer l'extrême droite juste pour sauver un logo. Ça n'existe pas pour moi. Et ça n'existera pas pour moi. Merci beaucoup, Sandrine. Non, mais j'espère... Tu vas me faire des amis. Oui, je pense. Non, mais... Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Moi, je prône l'alliance vers LFI. Je la prône sur une base programmatique, mais je voudrais pas qu'on passe des mois et des semaines de discussion. Je veux juste qu'on discute de 3, 4, 5, 10 points qui sont très importants. Et puis surtout qu'on crée une dynamique, qu'on crée une espèce d'effet boule de neige. Et donc, on a besoin pour cela de savoir tôt le choix du parti. Et en fait, j'en appelle vraiment à la direction, à Marine Tondelier en premier, mais aussi à toute la direction, de dire arrêtez de tergiverser, arrêtez d'hésiter. Maintenant, il faut y aller. Donc, on est à la rentrée, on a 8 mois pour faire campagne, il faut y aller à fond. Vous ne croyez pas en la candidature de Marine Tondelier? Pourtant, vous avez une candidate, vous, les écologistes. Non, mais aujourd'hui, elle a fait campagne. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un espoir que la gauche gagne face au Rassemblement national. La candidature de Marine Tondelier, manifestement, ne décolle pas dans les sondages et on ne peut pas rajouter des candidatures à gauche. Donc, en fait, maintenant, il faut prendre un choix. Moi, ce ne sera pas mon choix de soutenir une candidature autonome. Il y a des gens dans notre parti qui veulent maintenir une candidature autonome. Ce ne sera pas mon choix à moi. Mais qu'on le tranche. Et que la démocratie aura au moins cet effet-là, que la décision qui sera prise sera légitime. Qu'on ne le tranche pas entre quelques cadres, qu'on le tranche avec les militants et militantes. Et je suis très sereine sur le résultat de ce vote. Donc vous êtes très clair ce matin, votre candidat, en fait, vous appelez à ce que votre candidat et le candidat des écologistes soit Jean-Luc Mélenchon. Non, j'appelle à ce qu'il y ait un processus de rapprochement avec une alliance, etc. Et j'appelle surtout. Oui, mais le candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon, au final.
Bah oui, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Bah bien sûr que ce sera Jean-Luc Mélenchon. Si c'est l'option alliance avec LFI qui gagne, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est le candidat le mieux placé à gauche pour passer le premier tour. Donc. En France. Donc voilà, ils ont ce projet incroyable, très politique, syndical, qui est incroyable, le collectif A4. Parfois, il y a des paysans qui sont au bord du suicide. Hein. Ils sont à 2 secondes d'aller se pendre, etc. Et donc, il y a les soulèvements de la terre qui arrivent, il y a Terre de lutte qui arrive, etc., qui dit « Ah, on a des repreneurs, etc., ne vous suicidez pas. » etc. Ah, ils sont contents, il y a des repreneurs. Et là, ils voient des noirs, et là, ils disent « Non. » Et donc, ils sont confrontés à ça, eux. Eux qui veulent justement s'organiser de manière politique et syndicale dans la paysannerie. Des enjeux politiques fondamentaux, c'est d'aller se réancrer. Et de dire cette terre c'est la nôtre, on bougera pas d'ici, on est chez nous, etc. Bon, tout ce discours et ces mots d'ordre que vous connaissez, militants, mais plutôt pour la bagarre. Voilà, c'est une manière de dire voilà, on a besoin de terre pour se battre, et ça fait partie des conditions évidemment de la lutte. Seigneur Léo Dagan, un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où venez-vous? Merde. On est déjà dans un état de guerre quasi permanent. Nous étions dans un état de guerre pendant la guerre d'Algérie. Nous sommes encore dans un état de guerre aujourd'hui contre les musulmans, contre les indigènes de la République, d'une certaine manière, contre les gens, les personnes issues de l'immigration, de la décolonisation musulmane. Quand on pense femmes musulmanes, effectivement, on pense à la pondeuse de petits guerriers qui va menacer la France et tout l'Occident. C'est-à-dire que la guerre n'a absolument jamais cessé. Oui, depuis des générations, ce que nous sommes contraintes de faire par la guerre qui nous est faite, c'est de fabriquer des guerrières. Les femmes issues de la décolonisation musulmane qui vivent en France ne vivent pas la même vie que les femmes des classes populaires et, allez, osons dire le mot, que les femmes blanches. Nos enfants sont déjà tués pour ce qu'ils sont ici, en France. Il n'y a pas de question de est-ce qu'ils sont envoyés, comment. En fait, le simple fait de naître en France, d'être musulman en France, c'est déjà subir un état de guerre permanent, comme je le disais, parce qu'on est tué comme tel. Karla Gardler-Zam, c'est des personnes qui ont reçu une balle dans le torse, une balle dans le dos, uniquement et précisément parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont indigènes de la République. Donc vous voyez que cet état de guerre, il est déjà présent, en fait. Tu reçois par exemple de l'interdiction des foulards coraniques dans les lycées. Ça m'énerve parce que là justement j'ai un avis. Les mecs SOS racisme, c'est leur espèce de bonne conscience morale de gauche et tout. Il faut tolérer la liberté de culte et tout. Je considère que la liberté de culte et de croyance est tout à fait respectable, mais à partir du moment où on essaie de s'intégrer dans une société et dans une école laïque, marquer à ce point-là sa différence, c'est pas franchement essayer de s'intégrer, c'est justement essayer de se créer des ghettos. Je trouve ça un peu... En même temps, interdire, j'aime pas ça. Oh, je m'embrouille, je sais plus quoi dire. Ce matin, au bistrot, je l'ai vachement bien dit. J'ai dit que, bon, alors si les mecs, ils arrivent avec leur... Enfin, les gonzesses plutôt, avec leur tchador, les feuges avec leur calotte, petit chapeau noir, un manteau noir, ça va créer des ghettos, quoi, je veux dire. Alors, on parle d'assimilation, d'intégration et tout. Et puis, je trouve pas que ce soit le meilleur moyen. Mais en même temps, d'un autre côté, il faut respecter les croyances et les traditions. Mais à partir du moment où tu rentres dans une école, si tu veux faire ça, tu vas dans une école religieuse. Si à 6 h il faut que tu te mettes devant la Mecque et accompli pendant un cours de maths, il vaut mieux choisir une école islamique. Mais c'est compliqué, pareil, je suis sûr que ça va être pris pour des arguments fachos, réac et tout. On est né de la loi de 2004. C'est de là qu'on est né. Oui, avant 2005, avant l'appel des indigènes, tous les premiers initiateurs, on était tous au collectif Une école pour tous et toutes contre la loi, et ils n'étaient pas super nombreux, les musulmans, autour des mobilisations. Ouais. Ils étaient émus, évidemment. L'opinion musulmane, elle était dégoûtée, tu vois. Mais dans la lutte concrète, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait une minorité de gauchistes et il y avait quelques organisations musulmanes, dont celles qui étaient autour de Tariq Ramadan, d'accord ? Mais il n'y avait pas grand monde. Ah ben nous, on y était. On a perdu, et immédiatement, on a créé l'appel des indigènes parce que, là, il s'agissait de passer à une étape supérieure. Pourquoi ? Parce que, définitivement, on était les héritiers de la marche de 83, on savait comment la gauche PS nous avait trahis, et historiquement, comment le PC nous a trahis, on nous a utilisés, comment ils n'ont jamais été de vrais anticolonialistes. Donc, en 2005, c'est la rupture. Notre rupture avec la gauche blanche, elle se fait sur la loi de 2004. Oui. Ensuite, pendant... Des gros débats. Et maintenant, je parle pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans ? On a lutté contre l'islamophobie. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle loi, burqa, burkini, loi séparatisme, on était là. Abaya, mais on a toujours été là. On a toujours été là. Les hijabeuses et le foot, on a été là dans tous les sujets. Chaque fois qu'il y avait une polémique. On était là. Nous, on était là.
On était là. On n'a jamais déserté le terrain et on a toujours demandé l'abrogation de toutes les lois, dont celle de 2004. Bon, On commence à s'intéresser à la question des femmes. Et on n'est pas une organisation féministe. On est une organisation décoloniale et cette question-là, on la prend en compte dans un univers qui est le nôtre et qui, d'abord, doit échapper à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux blancs. C'est pour ça que moi, je me suis toujours opposée aux féministes. Pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le défendre, elles ont dit, mais c'est un acte féministe. Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Mais c'est tout sauf ça. C'est au contraire, ce voile-là, que je défends, c'est un voile qui affirme le genre féminin dans le but de mieux affirmer le genre masculin. C'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité et dans leur position. C'est un monde qui se reconstruit dans ces termes-là. C'est comme ça. Et je le défends. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. Les marchands de sable. Réflexion sur l'autoritarisme masqué dans la critique de l'islam. Il y a des combats qui ne se résument pas à ce qu'on attaque, mais à ce pourquoi on se bat. Les marchands de sable. Réflexion sur l'autoritarisme masqué dans la critique de l'islam. Il y a des combats qui ne se résument pas à ce qu'on attaque, mais à ce pourquoi on se bat, et dans le champ des critiques adressées à l'islam. Aïe, aïe, aïe. Ce clivage devient fondamental. Car aujourd'hui, un phénomène inquiétant se développe. Des personnes prétendent mener le même combat que nous, mais avec des objectifs, des méthodes et des principes qui n'ont strictement rien à voir. Ils parlent comme nous, ils critiquent les mêmes textes, ils dénoncent les mêmes pratiques, mais ils ne défendent pas la démocratie, ils ne défendent ni la liberté de conscience, ni le droit fondamental. Les marchands de sable. Les marchands de sable, les marchands de sable. Les marchands de sable, 1948. Choisis ton camp, camarade. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Les marchands de sable. De sable. La démocratie, la démocratie, la liberté, bah ouais, la liberté, quoi. Là tu fais un sophisme. Là tu fais un sophisme mon pote. Et je vais t'expliquer. J'espère que tu as de bons arguments. Moi je pense que Moi je pense que Écoute. Les marchands de sable, de sable, de sable, de sable, de sable. Quand la démocratie est malade, tu sais quoi?
Le fascisme, ouais mon pote. Le fascisme vient à son chevet. Et c'est pas pour lui apporter un Uber Eats mon pote. Et ouais. Et ouais. Les marchands de sable. La démocratie. La démocratie. Si tu regardes trop dans les abîmes, moi je pense que moi je pense que moi je pense que le fascisme, l'autorité autoritaire. Le fascisme, l'autorité autoritaire. Quand la démocratie est malade, tu sais quoi? Le fascisme, ouais mon pote. Le fascisme vient à son chevet. Et c'est pas pour lui apporter un Doliprane mon pote. Et toi, tu penses quoi? Les marchands de sable, 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 les marchands de sable. Parce que, je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.